Posez le décor avec moi. Nous sommes le 18 mai 2026 et en ce moment même, il y a une mission diplomatique sous très haute tension qui se joue entre Paris et Alger. Au cœur de ces discussions ultra secrètes, c'est une véritable guerre contre le crime organisé, des histoires d'espionnage dignes d'un polar et le sort d'un journaliste incarcéré. En fait, ces dossiers sont tellement brûlants qu'ils renferment des secrets capables de faire basculer tout l'équilibre sécuritaire et même économique du bassin méditerranéen. Bref, sans plus attendre, on plonge dans le vif du sujet pour ce décryptage et on va analyser ensemble les rouages de cette crise absolument inédite. Gardons bien à l'esprit qu'on assiste ici à une véritable partie d'échecs géopolitiques, avec des enjeux colossaux. Oubliez tout de suite l'image de la petite visite de courtoisie diplomatique standard. Derrière les poignées de main et les sourires officiels, il y a une négociation extrêmement complexe en coulisses. C'est un échange direct, brut. On parle carrément de se servir de fugitifs internationaux comme de monnaie d'échange pour obtenir des faveurs diplomatiques. Rien, absolument rien n'est laissé au hasard et chaque mouvement sur l'échiquier est calculé au millimètre près. Au programme de notre analyse aujourd'hui, on va suivre le plan suivant. 1. Le dégel diplomatique. 2. La traque de la mafia. 3. L'empire de l'argent sale. 4. Les monnaies d'échange algériennes. Et pour finir, 5. L'affaire Christophe Glaise. On va voir comment la simple criminalité de rue à Marseille s'est retrouvée, de fil en aiguille, complètement liée à des négociations secrètes d'État à État. On ouvre donc notre première partie, le dégel diplomatique. Alors pour bien comprendre, il faut voir que tout s'est accéléré de façon assez brutale. Pendant des années, soyons clairs, c'était le silence radio absolu. Un hiver diplomatique glacial entre la France et l'Algérie, avec des tensions qui bloquaient la moindre petite coopération. Mais sous l'impulsion de l'Élysée, la glace commence à fondre. À l'hiver 2025, premier coup d'accélérateur. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, arrive à sécuriser 150 laissez-passer consulaires. Ça c'est énorme, parce que ça débloque enfin des expulsions qui étaient figées depuis des mois. Et c'est exactement ce qui nous amène à la journée d'aujourd'hui, ce fameux 18 mai 2026. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, atterrit à Alger. Et croyez-moi, il ne vient pas seul. Il a ramené dans ses valises les plus hauts magistrats de la lutte anticriminalité et financière de France. Ce qui nous fait une transition parfaite vers notre deuxième point, la traque de la mafia. Mais de qui on parle exactement, au juste? La DZ Mafia, c'est une organisation criminelle redoutable qui a pris racine dans les quartiers nord de Marseille et plus spécifiquement dans le 15e arrondissement. Et pour bien mesurer la menace, il faut savoir qu'ils ont monté un réseau de trafic de drogue gigantesque, le tout maintenu par une violence inouïe. Ils font carrément la loi sur des territoires entiers. Le vrai cauchemar pour la justice française, c'est qu'une dizaine de leurs dirigeants, qui ont la double nationalité, sont actuellement planqués en Algérie. Du coup, ils sont littéralement intouchables pour nos tribunaux. C'est toujours fascinant de voir comment un petit réseau de quartier peut se transformer en un monstre pareil. Tout démarre à la cité Bassens, avec les frères Mehdi et Lamine Laribi. Et là, petite anecdote incroyable. Avant de devenir un baron de la drogue, Mehdi Laribi, qu'on surnomme Tic, a été repéré par un réalisateur et a même joué dans le film Comme ça. C'est fou, non? Mais la réalité reprend vite le dessus. En 2011, c'est le point de non-retour. Il est impliqué dans la terrifiante affaire du barbecue marseillais. Résultat, 10 ans de prison. À sa libération en 2021, il essaye de reprendre son territoire par la force, puis finit par fuir en catastrophe vers le Maghreb. Et aujourd'hui, c'est précisément l'homme que Gérald Darmanin veut ramener menotté à Paris. On passe tout de suite à notre troisième chapitre, l'empire de l'argent sale. Parce que oui, arrêter les hommes de main c'est bien, mais ça ne suffit pas. L'objectif ultime, c'est de couper les vivres, de pulvériser toute leur infrastructure financière. Et là, le niveau de sophistication, il donne un peu le vertige. On est face à un système de blanchiment massif, ils achètent des biens immobiliers entièrement liquides, ils utilisent le système Hawala, vous savez, ces réseaux de transfert d'argent informels basés sur la confiance, qui ne laissent mais alors absolument aucune trace dans les banques traditionnelles. Ils utilisent aussi des sociétés écrans un peu partout dans le monde. D'ailleurs, la fameuse opération Octopus en 2026 a carrément mis au jour des flux d'argent sale reliant les Émirats arabes unis directement à l'Algérie. Bref, on n'est plus du tout sur de la délinquance de quartier, c'est une vraie multinationale du crime. Et le problème, il est résumé par ce constat clinique des enquêteurs. Sans la coopération algérienne, les enquêtes françaises se heurtent à un mur. C'est aussi simple que ça. Les procureurs ont des dossiers en béton armé, mais quand on en vient aux données bancaires, sans l'Algérie, ils sont complètement aveugles. La traque est paralysée. Et devinez quoi? C'est exactement ce besoin d'information financière qui donne à Alger un pouvoir de négociation monumental dans cette histoire. Ce qui nous amène à la partie 4, les monnaies d'échange algériennes. En diplomatie, il ne faut pas se voler la face. C'est toujours du donnant-donnant. Les enjeux sont totalement symétriques ici. D'un côté, on a Paris qui veut la tête des chefs de la DZ Mafia et une transparence financière totale. De l'autre, Alger arrive avec sa propre liste de courses, si je puis dire. Il demande l'extradition de deux hommes clés, Abdeslam Bouchoualab et Saladin Selloum.
Alger sait très bien à quel point la France a besoin d'eux, alors ils posent leurs exigences en plein milieu de la table. C'est une tractation calculée au millimètre. Alors qui sont ces deux hommes que l'Algérie réclame avec tant de ferveur? Premièrement, on a Abdeslam Bouchouareb. C'est un ancien ministre algérien poursuivi chez lui pour corruption. L'homme a amassé une fortune colossale et vit tranquillement entre la France et le Liban. Les sources pointent d'ailleurs qu'il a été, pendant très longtemps, un contact ultra privilégié de la présidence française, ce qui explique pourquoi Paris a toujours refusé de le livrer. Ensuite, il y a Saladin Selloum. Ancien diplomate à l'ambassade d'Algérie à Paris, il est carrément visé par un mandat d'arrêt international de la France pour lien avec le terrorisme, notamment en lien avec le kidnapping, très médiatisé, du lanceur d'alerte Amir DZ en 2024. Mandat auquel, vous vous en doutez, Alger refuse de répondre. On a donc deux profils explosifs pour deux impasses diplomatiques complètes. Et enfin, nous arrivons à notre cinquième et dernière section, l'affaire Christophe Glass. C'est là que la dimension purement humaine vient percuter de plein fouet toute cette grosse machine d'État. Christophe Glaise, c'est ce qu'on appelle le grain de sable dans l'engrenage. Son sort, en tant que simple citoyen, est devenu la contradiction diplomatique par excellence au milieu de ces histoires de mafieux et de ministres corrompus. 7 ans. Prenez une seconde pour réaliser. C'est la durée colossale de la peine de prison infligée à ce journaliste sportif français par la justice algérienne, officiellement pour apologie du terrorisme. C'est une sentence d'une lourdeur exceptionnelle et forcément ça plane comme un gros nuage noir au-dessus des rencontres de ce 18 mai. Mais comment est-ce qu'on en arrive là? Eh bien, il enquêtait tout simplement sur le principal club de football de la région de Kabylie. Et là, d'un coup, il se retrouve accusé d'avoir des liens avec le MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le vrai problème, le point de friction absolu, c'est que l'Algérie classe le MAK comme une organisation terroriste. Pour eux, la moindre sympathie envers ce groupe est vue comme une menace directe pour l'État. De leur côté, ses proches jurent qu'il est innocent. Et aujourd'hui, la France réclame sa libération immédiate. C'est devenu une véritable carte maîtresse dans cette négociation impitoyable. Ce qui nous amène à la question finale, celle que tout le monde se pose. Darmanin va-t-il réussir sa mission et ce journaliste sera-t-il libéré? D'un côté, on a la France qui a un besoin quasi vital de cette coopération pour neutraliser la DZ-Mafia. De l'autre, l'Algérie qui connaît parfaitement la valeur de ses informations financières et de ses prisonniers. C'est une interdépendance totale. La façon dont tout ça va se dénouer va littéralement redéfinir la lutte contre la criminalité en Méditerranée. Est-ce qu'ils vont trouver un terrain d'entente ou est-ce que les portes vont se refermer pour des années encore? C'est tout l'enjeu et ça va dessiner l'avenir géopolitique de la région. On a hâte de voir la suite, pas vous? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.